La salle est plongée dans une semi-obscurité, cette lumière tamisée qui donne au contour une douceur presque irréelle. Au centre, un homme se tient immobile, le regard fixé sur une silhouette féminine qui traverse l'espace avec une grâce naturelle, inconsciente de l'attention qu'elle suscite. Il ne dit rien, ne fait aucun geste brusque. Pourtant quelque chose dans son maintien, dans cette immobilité calculée, capte son attention à elle. Elle ralentit imperceptiblement, tourne légèrement la tête, et leurs regards se croisent pendant une fraction de seconde qui semble s'étirer dans l'éternité. Aucun mot n'est prononcé, aucune promesse n'est faite. Mais dans cet échange silencieux se joue déjà une bataille psychologique d'une rare intensité. Ce moment précis, cette tension invisible qui se tisse entre deux êtres, c'est exactement ce que Machiavel aurait reconnu comme le théâtre véritable du pouvoir humain, non pas sur les champs de bataille, ni dans les palais, mais dans l'espace intime et redoutable des rapports entre les sexes. Nous allons aujourd'hui explorer un territoire dangereux, un domaine où la morale traditionnelle vacille face à l'efficacité pure, où les règles du jeu social se heurtent aux lois implacables de l'attraction humaine. Ce que Machiavel a compris sur le pouvoir politique s'applique avec une précision chirurgicale à l'univers de la séduction, et ce constat dérange profondément ceux qui préfèrent croire aux contes de fées plutôt qu'aux mécanismes psychologiques qui gouvernent réellement nos désirs. L'homme qui attend qu'une femme tombe amoureuse de lui par la seule force de sa gentillesse ressemble au prince qui espère conquérir une cité par la seule bonté de ses intentions. Les deux finiront écrasés par la réalité, car le monde ne récompense pas les intentions pures, mais les actions stratégiques. Cette vérité brutale constitue le fondement de tout ce que nous allons découvrir ensemble. Machiavel écrivait pour Laurent de Médicis des conseils sur la conquête et le maintien du pouvoir politique. Ses écrits scandalisèrent l'Europe pendant des siècles, parce qu'ils osaient dire tout haut ce que les princes pratiquaient en silence. Il n'inventait rien, il observait simplement la réalité humaine sans le filtre moralisant qui aveugle la plupart des penseurs. Dans le domaine de la séduction, nous sommes confrontés exactement au même phénomène. Les hommes qui réussissent auprès des femmes ne sont presque jamais ceux qui suivent les conseils convenus qu'on leur prodigue depuis l'enfance. Sois gentil, sois attentionné, sois à l'écoute, mets-la sur un piédestal, répètent les voix bien pensantes. Pourtant, regardez autour de vous et observez honnêtement quels hommes captivent réellement l'attention féminine. Ce ne sont pas nécessairement les plus gentils, ni les plus moraux, ni les plus dévoués. Ce sont ceux qui comprennent intuitivement ou consciemment les dynamiques de pouvoir, de désir et de tension psychologique qui créent l'attraction magnétique. Le premier principe machiavélique de la séduction consiste à comprendre que l'attirance ne se négocie pas, ne se mérite pas par l'accumulation de bons points, ne s'obtient pas par la supplication morale. L'attraction féminine répond à des déclencheurs psychologiques profonds, souvent inconscients, qui ont été sculptés par des millions d'années d'évolution. Une femme peut intellectuellement apprécier la gentillesse d'un homme, reconnaître sa valeur morale, admirer ses qualités humaines, et ne ressentir absolument aucune attraction sexuelle pour lui. Cette dissociation entre l'appréciation rationnelle et le désir viscéral constitue le premier mystère que l'homme lambda ne parvient jamais à résoudre. Il accumule les preuves de sa valeur comme un avocat prépare un dossier, espérant qu'à force d'arguments convaincants, le verdict tombera en sa faveur. Mais le désir féminin ne siège pas dans un tribunal rationnel. Il émerge des profondeurs émotionnelles, là où règnent les sensations, les impressions, les frissons inexplicables qui n'ont que faire de la logique. Machiavel insistait sur la nécessité pour le prince d'inspirer à la fois l'amour et la crainte, tout en précisant que si l'on doit choisir, mieux vaut être craint qu'aimé. Transposé dans le domaine relationnel, ce conseil prend une forme subtile, mais puissante. L'homme qui inspire uniquement de l'affection rassurante, qui se positionne comme l'ami bienveillant, le confident patient, celui vers qui on se tourne pour du réconfort, sans jamais ressentir cette tension électrique caractéristique du désir, cet homme-là a déjà perdu la bataille de la séduction avant même de l'avoir engagée. Il a choisi l'amour sans la crainte, la tendresse sans le danger, la prévisibilité sans le mystère. Or, une femme, aussi civilisée et rationnelle soit-elle, reste biologiquement programmée pour répondre aux signaux de force, de confiance inébranlable, de capacité à défendre et à imposer sa volonté face à l'adversité. Ces signaux ne se manifestent pas dans la complaisance mais dans la fermeté, non dans l'accord systématique mais dans l'opposition assumée, non dans l'empressement servile, mais dans une distance stratégique qui crée le manque. Prenons un exemple concret que chacun peut observer dans son environnement quotidien. Deux hommes courtisent la même femme. Le premier multiplie les attentions, répond instantanément à chaque message, se rend disponible à la moindre sollicitation, organise des sorties élaborées, offre des compliments constants, cherche désespérément à plaire.
en s'adaptant à toutes ses humeurs. Le second, lui, maintient une certaine distance, répond parfois rapidement, parfois après plusieurs heures, propose des rendez-vous, mais n'insiste jamais excessivement si elle décline, exprime son appréciation mais sans flatterie excessive, garde une vie sociale riche qui ne tourne pas exclusivement autour d'elle. Et surtout, n'hésite pas à exprimer son désaccord lorsque ses valeurs ou ses limites sont touchées. Dans 90% des cas, c'est le second qui captera l'intérêt profond de la femme. Pourquoi cette injustice apparente? Parce que le premier a éliminé toute incertitude, tout mystère, tout challenge de l'équation. Il s'est présenté comme un bien acquis, une option garantie, un choix de sécurité sans excitation. Le second, sans être cruel ni manipulateur, a simplement maintenu sa valeur perçue en ne se rendant pas totalement disponible, en conservant une part d'inaccessibilité qui stimule le désir de conquête présent également chez les femmes. Cette dynamique touche au cœur d'une vérité psychologique fondamentale que Machiavel avait identifiée dans le domaine politique. Les hommes, écrivait-il, sont ingrats, versatiles, faux, lâches, face au danger, avides de gains. Nous pourrions ajouter que les êtres humains en général, hommes comme femmes, accordent moins de valeur à ce qui leur est donné gratuitement qu'à ce qu'ils doivent conquérir au prix de l'effort. Une femme qui obtient trop facilement l'attention totale d'un homme n'y accordera qu'une faible valeur, car l'abondance crée la dépréciation. À l'inverse, l'homme qui dose intelligemment son attention, qui la donne généreusement mais pas indistinctement, qui la retire stratégiquement lorsqu'il perçoit un manque de réciprocité, celui-là transforme son attention en monnaie rare, donc précieuse. Cette stratégie n'est pas une manipulation toxique, mais une simple application des lois économiques de l'offre et de la demande aux relations humaines. Nous valorisons tous ce qui est rare, et nous négligeons ce qui est abondant. Cette règle s'applique aux biens matériels comme aux investissements émotionnels. Le deuxième principe machiavélique concerne la gestion de l'image et de la réputation. Le prince doit apparaître vertueux, même s'il ne l'est pas toujours dans ses actes. Cette duplicité n'est pas un vice, mais une nécessité politique, car les masses jugent sur les apparences et rares, sont ceux qui perçoivent la réalité derrière le voile. Dans la séduction, cette leçon se traduit par la nécessité absolue de maîtriser l'image que vous projetez. Un homme peut posséder toutes les qualités du monde, être généreux, intelligent, courageux, loyal, mais si son langage corporel trahit l'insécurité, si sa voix manque d'assurance, si son regard fuit constamment, si sa posture se recroqueville, alors toutes ces vertus réelles seront invisibles aux yeux féminins. Les femmes ne tombent pas amoureuses de CV ou de listes de qualités abstraites. Elles répondent aux signaux non-verbaux qui leur indiquent si un homme possède la confiance intérieure nécessaire pour naviguer dans l'adversité de la vie. Cette confiance se manifeste dans 1000 micro-détails qui échappent à la conscience, mais qui s'enregistrent dans l'inconscient féminin avec une précision redoutable. Observez un homme véritablement confiant lors d'une interaction sociale. Il n'occupe pas l'espace de manière agressive, mais son corps respire une aisance naturelle. Ses mouvements sont fluides, jamais hésitants ni saccadés. Son regard ne fuit pas, mais ne fixe pas non plus avec cette intensité dérangeante du prédateur mal socialisé. Il établit un contact visuel confortable, qui communique l'intérêt, sans dévoiler la dépendance. Sa voix porte sans crier, module sans calculer, exprime sans supplier. Lorsqu'il parle à une femme qui l'attire, rien dans son comportement ne trahit le désespoir du mendiant quêtant l'approbation. Il se comporte comme un égal, s'adressant à un égal, respectueux mais jamais soumis, intéressé mais jamais obsédé. Cette attitude ne se feint pas durablement. Elle doit être cultivée de l'intérieur, construite sur des fondations solides de développement personnel, d'accomplissements concrets, de vie sociale équilibrée et de projets existentiels qui transcendent la simple quête de validation féminine. Machiavel soulignait que le prince doit éviter d'être méprisé et haï. Ces deux sentiments conduisent inévitablement à la chute. Dans le contexte relationnel, le mépris féminin naît presque toujours de la faiblesse perçue chez l'homme. Cette faiblesse peut prendre diverses formes. L'incapacité à maintenir un cadre, à poser des limites claires, à dire non lorsque c'est nécessaire, à exprimer un désaccord face à un comportement inacceptable. L'homme qui tolère le manque de respect par peur de perdre la femme se condamne paradoxalement à la perdre de toute façon, car il a démontré qu'il n'a pas la colonne vertébrale nécessaire pour la sécuriser émotionnellement. Les femmes testent constamment, consciemment ou non, la solidité du cadre masculin. Ces tests ne sont pas des actes de cruauté, mais des mécanismes d'évaluation profondément ancrés. Une femme doit savoir si l'homme à ses côtés possède suffisamment de force intérieure pour rester stable,
lorsque la vie deviendra difficile, lorsque les tempêtes émotionnelles éclateront, lorsque les pressions extérieures menaceront le couple. Un homme qui plie face à un simple test relationnel ne pourra pas tenir face aux véritables épreuves de l'existence. Ces tests prennent des formes variées. Parfois, c'est une remarque légèrement désobligeante, lancée pour observer la réaction. L'homme faible la laissera passer, rira nerveusement, changera de sujet, cherchera à apaiser par la conciliation. L'homme fort la relèvera calmement, mais fermement, exprimera clairement que ce type de commentaire n'est pas acceptable et maintiendra sa position sans agressivité mais sans vacillement. D'autres fois, le test prend la forme d'une demande déraisonnable, d'un caprice impulsif, d'une exigence qui transgresse les limites préalablement établies. L'homme faible cédera immédiatement, rationalisant sa capitulation par un discours sur la flexibilité et la générosité. L'homme fort refusera poliment mais fermement, expliquera pourquoi la demande ne peut être satisfaite et proposera éventuellement une alternative raisonnable. Contre toute intuition, c'est ce dernier comportement qui renforce l'attraction, car il démontre que l'homme possède un centre de gravité intérieur stable qui ne se déplace pas au gré des vents émotionnels. Le troisième principe machiavélique touche à la question de la fortune et de la virtu. Machiavel distinguait ces deux concepts cruciaux. La fortune représente les circonstances extérieures, la chance, les événements que nous ne contrôlons pas. La virtu désigne la force de caractère, la compétence, la capacité d'action décisive qui permet de saisir les opportunités offertes par la fortune. Un prince sans virtu sera emporté par les caprices du destin. Un prince doté de virtu peut transformer même les situations défavorables à son avantage. Dans la séduction, cette distinction est capitale. Un homme peut bénéficier de circonstances favorables, d'une apparence physique avantageuse, d'une situation sociale élevée, d'opportunités relationnelles nombreuses. Ce sont là des éléments de fortune. Mais sans la virtu, c'est-à-dire sans les compétences sociales, la présence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, la capacité à créer et maintenir l'attraction, tous ces avantages extérieurs seront gaspillés. À l'inverse, un homme doté d'une forte virtu pourra compenser des circonstances initiales moins favorables par la maîtrise des dynamiques interpersonnelles. La virtu de la séduction se compose de plusieurs éléments interconnectés. D'abord, la capacité à lire les situations sociales avec précision, à percevoir les courants émotionnels sous-jacents, à identifier les fenêtres d'opportunité pour approcher, pour escalader, pour se retirer stratégiquement. Ensuite, le courage d'agir, malgré l'incertitude et le risque de rejet. Trop d'hommes paralysent leur potentiel par une prudence excessive, calculant et recalculant le moment parfait qui n'arrive jamais. La virtu implique la capacité de mouvement décisif dans l'instant présent, même lorsque toutes les conditions ne sont pas optimales. Machiavel aurait reconnu dans cette hésitation masculine le même défaut qui condamne les princes indécis à perdre leur territoire face à des adversaires moins scrupuleux, mais plus résolus. Considérez la situation archétypale de l'approche initiale. Un homme repère une femme qui l'attire dans un contexte social. Il hésite, il élabore mentalement 1000 scénarios, anticipe toutes les possibilités de rejet, cherche le mot d'ouverture parfait, attend le moment idéal. Pendant ce temps, son anxiété monte, sa confiance s'effrite, et un autre homme, moins paralysé par la réflexion excessive, s'approche simplement et engage la conversation avec une simplicité désarmante. Ce second homme ne possède pas nécessairement plus de charme naturel, mais il possède la virtu d'action immédiate. Il a compris que l'hésitation tue plus d'opportunités que le rejet lui-même, car le rejet est une possibilité parmi d'autres, tandis que l'inaction garantit l'échec à 100%. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux agir impétueusement que prudemment, car la fortune est femme et favorise les audacieux qui la bousculent, plutôt que les timides qui procèdent froidement. Cette métaphore controversée contient néanmoins une vérité opérationnelle dans le domaine qui nous occupe. L'audace en séduction ne signifie pas l'imprudence aveugle, ni le comportement inapproprié qui transgresse les limites du consentement. L'audace authentique réside dans la capacité à exprimer clairement son intérêt, à créer des situations d'intimité progressive, à initier le contact physique de manière calibrée et respectueuse, à proposer l'escalade vers des niveaux plus profonds d'engagement sans dissimulation passive-agressive. Trop d'hommes espèrent que les choses progresseront naturellement par une sorte de magie implicite, que la femme prendra l'initiative ou donnera des signaux si clairs qu'aucune ambiguïté ne subsistera. Cette passivité déguisée en respect constitue en réalité une démission de la responsabilité masculine. Les femmes, dans leur immense majorité, attendent que l'homme conduise le processus de séduction, qu'il assume le risque émotionnel de l'expression du désir, qu'il crée le cadre dans lequel l'intimité peut s'épanouir.
Un homme qui refuse cette responsabilité par peur ou par idéologie se prive volontairement de la possibilité même de réussir. Le quatrième principe machiavélique concerne la nécessité stratégique de ne pas être trop bon. Le prince excessivement généreux s'appauvrit et doit finalement taxer lourdement son peuple, devenant haï. Le prince qui pratique une générosité calculée maintient ses ressources et peut être généreux aux moments opportuns, gagnant ainsi une réputation de largesse sans les inconvénients de la prodigalité. Dans les relations entre hommes et femmes, cette leçon revêt une importance cruciale. L'homme qui donne trop vite, sans réciprocité, qui investit émotionnellement de manière disproportionnée dès les premiers instants, qui comble la femme de cadeaux, d'attention, de disponibilité illimitée avant même qu'une connexion réelle ne soit établie, cet homme se dévalorise lui-même et crée un déséquilibre qui rend l'attraction difficile, sinon impossible. La générosité masculine doit être dosée, progressive, conditionnée implicitement à la réciprocité, non pas dans un esprit transactionnel vulgaire, où chaque geste attend une contrepartie immédiate, mais selon une logique d'équilibre relationnel sain. Si l'homme constate qu'il initie toujours les contacts, propose toujours les rendez-vous, investit toujours l'effort, alors que la femme se contente de répondre passivement ou de manière intermittente, il doit avoir la sagesse de calibrer son investissement à la baisse. Cette réduction n'est ni punitive, ni manipulatrice. Elle reflète simplement le respect de soi. Un homme qui se respecte ne mendie pas l'attention, n'achète pas l'affection, ne compense pas par la surenchère matérielle ou émotionnelle un manque d'intérêt authentique de la part de la femme. Il reconnaît les signes d'un investissement déséquilibré et ajuste son comportement en conséquence, libérant ainsi son énergie pour des opportunités plus prometteuses. Machiavel notait également que les hommes oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette observation cynique sur la nature humaine trouve un écho dans les dynamiques relationnelles. Les gens accordent plus d'importance à ce qui a une valeur tangible, mesurable, qu'aux abstractions sentimentales. Votre temps, votre attention, votre énergie émotionnelle constituent votre patrimoine relationnel. Si vous les distribuez sans discernement à quiconque croise votre chemin, ils perdent toute valeur aux yeux d'autrui. Si vous les gérez comme des ressources précieuses, les offrant généreusement mais stratégiquement à ceux qui démontrent leur capacité à les recevoir et à les valoriser, alors ces mêmes ressources acquièrent un poids considérable. Une femme qui doit gagner votre temps et votre attention l'appréciera infiniment plus que celle qui les reçoit sans effort. Ce n'est pas du machisme, mais de la psychologie humaine fondamentale, qui s'applique d'ailleurs dans les deux sens. Le cinquième principe machiavélique porte sur l'importance de paraître plutôt que d'être, ou plus précisément, sur la conscience que les apparences comptent souvent davantage que la réalité sous-jacente. Le prince doit sembler miséricordieux, fidèle, humain, intègre, religieux. Et il doit l'être effectivement lorsque c'est possible, mais il doit aussi être capable de faire le contraire lorsque la nécessité l'exige. Cette flexibilité morale, scandaleuse pour les idéalistes, reflète simplement la complexité des situations humaines. Dans le domaine de la séduction, nous devons comprendre qu'une femme ne tombe pas amoureuse de votre liste de qualités abstraites, mais de l'expérience émotionnelle que vous créez en sa présence. Vous pouvez être l'homme le plus loyal, le plus travailleur, le plus responsable du monde. Mais si votre présence est ennuyeuse, prévisible, dénuée de cette étincelle d'excitation qui éveille le désir, ces qualités resteront stériles sur le plan de l'attraction. Cela signifie-t-il qu'il faut devenir superficiel ou adopter une personnalité factice? Absolument pas. La solution réside dans l'alignement entre vos qualités profondes et leur expression charismatique. Un homme courageux doit laisser transparaître ce courage dans son comportement, sa voix, ses décisions. Un homme intelligent doit permettre à cette intelligence de briller à travers ses conversations, ses observations, son humour. Un homme passionné doit communiquer cette passion par son enthousiasme, son langage corporel, l'énergie qu'il dégage. Trop d'hommes de valeur se cachent derrière une façade de modestie excessive ou d'autodénigrement préventif, pensant que leurs qualités parleront d'elles-mêmes. Elles ne le font jamais. Dans l'espace court et intense d'une rencontre initiale, seule compte l'impression immédiate que vous créez. Cette impression se construit sur des éléments apparemment superficiels, mais psychologiquement puissants. Le timbre de votre voix, la confiance de votre posture, la qualité de votre présence, l'intensité de votre regard, la pertinence de vos propos. Machiavel insistait sur la nécessité pour le prince de savoir utiliser à la fois la nature de la bête et celle de l'homme. Être seulement homme, c'est-à-dire se fier uniquement à la raison et aux conventions sociales, conduit à la ruine, car beaucoup d'hommes ne sont pas bons. Le prince doit donc apprendre de la bête, et parmi les bêtes, du renard et du lion.
Le lion ne se défend pas des pièges. Le renard ne se défend pas des loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Dans la séduction masculine, cette double nature trouve une application directe. L'homme doit cultiver à la fois l'astuce du renard, la compréhension fine des jeux psychologiques, la capacité à lire entre les lignes des comportements féminins, l'intelligence de naviguer dans les subtilités sociales. Mais il doit aussi posséder la force du lion, cette présence imposante qui commande le respect, cette capacité à être inébranlable face aux tempêtes émotionnelles, cette puissance tranquille qui rassure et attire simultanément. Trop d'hommes développent uniquement l'une de ces dimensions. Certains sont des lions sans finesse, imposant leur présence par la force brute de caractère, mais incapables de comprendre les nuances émotionnelles qui tissent les liens profonds. Ils intimident peu, mais ils ne séduisent pas véritablement, car la séduction exige de la subtilité, de l'empathie calibrée, de la sensibilité aux états intérieurs d'autrui. D'autres hommes sont des renards sans force, habiles dans l'analyse, compétents dans la conversation, capables de décoder les signaux féminins, mais dépourvus de cette présence masculine solide qui crée l'attraction viscérale. Ils deviennent des confidents appréciés, mais jamais des amants désirés, car ils ont négligé de cultiver la dimension de puissance que requiert la polarité sexuelle. L'idéal machiavélique exige la fusion des deux natures, l'intelligence relationnelle du renard et la présence imposante du lion, créant ainsi un homme complet qui peut naviguer avec autant d'aisance dans les jeux subtils de la communication que dans l'affirmation directe de sa masculinité. Cette double compétence se manifeste concrètement dans la gestion des conversations. Un homme purement lion dominera verbalement, monopolisera l'espace sonore, imposera ses opinions sans écouter véritablement. Son interlocutrice se sentira étouffée, non respectée dans sa propre intelligence et son autonomie. Un homme purement renard deviendra un auditeur passif, hochant constamment la tête, validant chaque propos, posant question sur question, sans jamais révéler sa propre substance. La femme appréciera peu, être la qualité de l'écoute, mais ne ressentira aucune attraction, car rien dans l'échange ne révèle la personnalité forte et distincte de l'homme. Le mariage optimal des deux natures produit une conversation où l'homme écoute activement, démontre une compréhension empathique des propos féminins, mais n'hésite pas à exprimer ses propres perspectives, même lorsqu'elles divergent, à challenger respectueusement certaines idées, à mener la conversation vers des territoires plus profonds ou plus ludiques selon son intention. Bref, à être pleinement présent comme sujet actif, et non comme simple réceptacle de la parole féminine. Le sixième principe machiavélique concerne l'adaptation aux circonstances changeantes. Les temps changent, écrivait Machiavel, et celui qui ne change pas ses méthodes avec eux court à sa perte. Le prince doit savoir être flexible, ajuster sa stratégie selon l'environnement politique, l'humeur du peuple, les menaces extérieures. Cette flexibilité stratégique n'est pas de l'inconstance, mais de l'intelligence tactique. Dans l'univers de la séduction, cette leçon revêt une importance capitale que beaucoup d'hommes méconnaissent. Il n'existe pas de formule unique, de script parfait, de séquence comportementale garantie, qui fonctionnerait avec toutes les femmes dans tous les contextes. Chaque femme est différente, possède son histoire unique, ses préférences spécifiques, ses déclencheurs émotionnels particuliers. Chaque situation sociale impose ses propres contraintes et opportunités. L'homme rigide, qui applique mécaniquement les mêmes techniques sans calibration contextuelle, obtiendra des résultats médiocres, car il ne s'adapte pas à la réalité dynamique des interactions humaines. Cette adaptation exige d'abord une capacité d'observation aiguë. Avant d'agir, l'homme stratégique observe. Il note le langage corporel de la femme, son niveau d'ouverture ou de réserve, son énergie du moment, les signaux qu'elle émet quant à sa réceptivité. Il ajuste ensuite son approche en conséquence. Face à une femme naturellement extravertie et enjouée, il peut adopter un ton plus ludique, initier des taquineries, créer une dynamique de complicité joyeuse. Face à une femme plus introvertie et réservée, il modulera son intensité, créera un espace de sécurité par une approche plus douce et progressive, établira la confiance avant de tenter toute escalade. Cette flexibilité n'est pas de la manipulation, mais du respect intelligent des différences individuelles. Elle démontre que l'homme ne projette pas ses propres besoins de manière égocentrique, mais qu'il possède l'intelligence sociale de rencontrer autrui là où il se trouve. De même, l'homme doit adapter sa stratégie selon les phases de la relation. Les comportements appropriés lors d'une première rencontre diffèrent radicalement de ceux adaptés à une relation établie de plusieurs mois. Au début, le mystère, la retenue calculée, le maintien d'une certaine distance créent l'intrigue et l'attraction. Mais si ces mêmes comportements persistent une fois l'engagement établi, ils deviennent toxiques et destructeurs, créant insécurité et ressentiment.
À l'inverse, le niveau de vulnérabilité et d'ouverture émotionnelle approprié dans une relation de longue durée serait prématuré et contre-productif lors des premières interactions. Machiavel aurait reconnu cette nécessité de calibration temporelle comme essentielle à la survie politique du prince, qui doit savoir quand être généreux et quand être sévère, quand accorder sa confiance et quand rester méfiant, quand agir ouvertement et quand manœuvrer discrètement. Le 7e principe machiavélique touche à la question fondamentale de l'authenticité stratégique. Machiavel ne recommandait pas au prince d'être systématiquement malhonnête ou cruel, mais plutôt de posséder la capacité d'être immoral lorsque les circonstances l'exigent. Le prince véritablement vertueux qui refuse absolument toute action moralement ambiguë sera détruit par ceux qui ne partagent pas ses scrupules. Dans le domaine de la séduction, cette leçon se traduit par la nécessité de maintenir un équilibre délicat entre authenticité et stratégie. Les moralistes naïfs prétendent qu'il suffit d'être absolument soi-même, sans filtre ni ajustement, et que la bonne personne appréciera cette authenticité brute. Cette vision romantique ignore la réalité sociale fondamentale selon laquelle toute interaction humaine implique une présentation de soi stratégique, une gestion de l'image, un filtrage de nos aspects les moins attrayants. Être authentique ne signifie pas déverser immédiatement toutes vos insécurités, vos névroses, vos peurs et vos faiblesses sur une femme que vous venez de rencontrer. Cette authenticité mal comprise détruit l'attraction plus rapidement que la malhonnêteté calculée. L'authenticité stratégique consiste à révéler progressivement votre véritable personnalité, à partager vos vulnérabilités au moment opportun et dans le dosage approprié, à présenter vos qualités réelles sous leur meilleur angle, sans tomber dans la fabrication complète d'un personnage fictif. Un homme possédant des insécurités, ce qui est le cas de tous les êtres humains, ne doit pas les exhiber lors des premières rencontres, comme des trophées de sincérité. Il doit d'abord établir l'attraction, construire une fondation de confiance et de désir, puis graduellement permettre à ces aspects plus vulnérables d'émerger dans un contexte où ils renforceront la profondeur de la connexion plutôt que de saboter son établissement initial. Cette approche stratégique de l'authenticité résout le paradoxe apparent entre être soi-même et adopter des comportements séducteurs intentionnels. Vous restez fondamentalement vous-même. Vous ne fabriquez pas un personnage entièrement factice, mais vous orchestrez consciemment la séquence de révélation de vos différentes facettes. Lors d'une première rencontre, vous mettez en avant votre confiance, votre humour, vos passions, votre présence masculine solide. Vous ne mentez pas sur ces aspects, vous les possédez réellement, mais vous choisissez stratégiquement de les placer au premier plan. Vos doutes existentiels, vos moments de faiblesse, vos blessures passées existent également, mais ils attendent le bon moment pour être partagés, généralement beaucoup plus tard dans le développement de la relation, lorsque leur révélation créera de l'intimité plutôt que de la répulsion. Machiavel soulignait que le prince doit apprendre à ne pas être bon, ce qui ne signifie pas devenir systématiquement mauvais, mais développer la capacité d'agir contre les principes moraux conventionnels lorsque la situation l'exige. Dans la séduction, cela se traduit par la volonté de prendre des décisions difficiles qui peuvent sembler dures, mais qui servent l'objectif relationnel à long terme. Par exemple, un homme découvre qu'une femme avec laquelle il développe une relation le teste constamment par des comportements irrespectueux, cherchant inconsciemment à vérifier la solidité de son cadre masculin. La réponse moralement conventionnelle serait de communiquer patiemment, d'expliquer encore et encore pourquoi ces comportements posent problème, d'espérer qu'à force de dialogue rationnel, elle changera. Mais la réponse machiavélique, plus efficace bien que plus difficile émotionnellement, consiste à établir une conséquence claire et à l'appliquer sans hésitation lorsque la limite est franchie. Cette conséquence peut être un retrait temporaire d'attention, une prise de distance physique et émotionnelle, voire, dans les cas extrêmes, la fin de la relation si le comportement persiste. Cette fermeté semble cruelle aux yeux des hommes conditionnés à croire que la bonté inconditionnelle constitue la voie suprême, mais elle est en réalité un acte de respect mutuel. Vous respectez suffisamment la femme pour assumer qu'elle est capable de comprendre les limites et de modifier son comportement. Vous vous respectez suffisamment vous-même pour ne pas tolérer indéfiniment ce qui vous blesse ou vous diminue. Et paradoxalement, cette fermeté renforce généralement l'attraction plutôt que de la détruire, car elle démontre que vous possédez une colonne vertébrale, que vous n'êtes pas un homme malléable à souhait, que vous incarnez cette stabilité masculine qui attire profondément le féminin. Les femmes ne recherchent pas des hommes qu'elles peuvent contrôler totalement, même si certains comportements féminins peuvent donner cette impression superficielle. Elles recherchent des hommes qu'elles ne peuvent pas facilement ébranler, des rochers émotionnels contre lesquels leurs propres tempêtes intérieures peuvent se briser sans tout emporter.
Le 8e principe machiavélique concerne la gestion de la jalousie et de la compétition. Machiavel conseillait aux princes de se méfier de ses courtisans et de créer un équilibre de pouvoir entre eux pour éviter qu'une faction ne devienne trop puissante. Dans les dynamiques relationnelles, ce principe trouve son application dans la compréhension subtile de la présélection et de la valeur relative. Une femme évalue un homme non pas dans l'absolu, mais relativement aux autres options disponibles. Un homme qui se présente comme n'ayant aucune autre opportunité relationnelle, qui semble désespéré de saisir cette chance unique, qui n'a visiblement aucune autre femme dans sa vie sociale, cet homme se dévalorise automatiquement aux yeux de celle qu'il courtise. À l'inverse, un homme dont il est implicitement ou explicitement clair que d'autres femmes s'intéressent à lui, bénéficie d'une augmentation considérable de sa valeur perçue. Ce phénomène, que les psychologues appellent la présélection sociale, fonctionne parce que les femmes utilisent le jugement d'autres femmes comme indicateur de valeur masculine. Si d'autres femmes trouvent cet homme attirant, s'il possède déjà un cercle social riche, incluant des présences féminines, s'il dégage cette aisance qui vient de l'abondance relationnelle plutôt que de la pénurie désespérée, alors il devient automatiquement plus désirable. Cette réalité choque les romantiques qui voudraient croire que l'amour véritable transcende toutes ces considérations sociales, mais elle reflète simplement des mécanismes évolutionnaires profonds. Dans l'environnement ancestral, une femme qui choisissait un homme déjà validé par d'autres femmes réduisait son risque de sélectionner un partenaire inadapté. Ces circuits psychologiques persistent dans le cerveau féminin moderne, même si le contexte culturel a radicalement changé. Comment un homme peut-il utiliser ce principe éthiquement sans tomber dans la manipulation toxique? D'abord, en cultivant authentiquement une vie sociale riche, qui inclut naturellement des amitiés féminines. Un homme qui possède de véritables amis, qui interagit régulièrement avec des femmes dans des contextes non romantiques, qui se sent à l'aise dans la présence féminine sans arrière-pensée systématique de séduction, cet homme dégage naturellement l'énergie de quelqu'un qui comprend les femmes et qui est apprécié par elles. Cette énergie se perçoit instantanément lors d'une nouvelle rencontre. Ensuite, en ne dissimulant pas votre vie sociale lors de conversations avec une femme qui vous intéresse. Si d'autres femmes font partie de votre cercle d'amis, mentionnez-les naturellement dans vos anecdotes, sans chercher à provoquer la jalousie, mais sans non plus censurer toute référence féminine. Cette transparence décontractée communique que vous n'êtes pas dans la pénurie, que vous avez des options, que vous choisissez activement de passer du temps avec elles, plutôt que d'être désespérément agrippé à la seule opportunité de votre existence. Attention cependant au piège de la surenchère. Certains hommes, ayant compris le principe de présélection, commencent à fabriquer des histoires d'intérêt féminin, à mentionner constamment d'autres femmes de manière forcée, à essayer activement de provoquer la jalousie comme tactique de manipulation. Cette approche se retourne invariablement contre eux car elle transparaît comme artificielle et désespérée, l'inverse exact de l'abondance authentique qu'ils tentent de simuler. Machiavel lui-même mettait en garde contre les apparences trop grossières qui éveillent à la suspicion. La présélection doit être suggérée subtilement, communiquée indirectement, plutôt que brandie comme un argument de vente. C'est l'arrière-plan de votre vie, pas le sujet principal de vos conversations. Le 9e principe machiavélique traite de l'importance de connaître son ennemi et de comprendre les forces en présence. Machiavel passait des chapitres entiers à analyser les motivations, les faiblesses et les stratégies des différents acteurs politiques. Dans la séduction, votre ennemi n'est évidemment pas la femme elle-même, mais plutôt votre propre ignorance des dynamiques psychologiques féminines. Trop d'hommes abordent les relations avec les femmes en projetant leur propre psychologie masculine, assumant que ce qui les attire, eux, attirera également les femmes. Cette projection crée d'innombrables malentendus et échecs évitables. Un homme est typiquement attiré par les signaux visuels, par l'apparence physique, par la disponibilité sexuelle explicite. Il valorise la jeunesse, la beauté physique, la féminité visible. Projetant ces critères, il assume qu'une femme fonctionnera de manière symétrique, recherchant chez l'homme l'équivalent de ce que lui recherche chez la femme. Mais la psychologie féminine de l'attraction fonctionne selon des paramètres radicalement différents. Bien sûr, l'apparence physique compte, et prétendre le contraire serait malhonnête. Mais elle compte beaucoup moins que dans l'attraction masculine, et surtout, elle compte différemment. Une femme peut trouver un homme physiquement beau mais ne ressentir aucune attraction si son comportement trahit la faiblesse, l'insécurité ou le manque de présence. À l'inverse, elle peut développer une attraction intense pour un homme dont l'apparence physique est parfaitement ordinaire, mais qui dégage cette confiance magnétique, cette présence commandante, cette énergie masculine polarisante qui active ces circuits profonds du désir. Les femmes sont attirées par les signes de statut social, de compétence, de confiance en soi, de leadership, d'humour, de présélection par d'autres femmes,
de capacité à protéger et à pourvoir, tous ces éléments qui, dans l'environnement ancestral, signalaient un partenaire de haute valeur pour la survie et la reproduction. Cette différence fondamentale explique pourquoi tant d'hommes échouent en tentant d'acheter l'attraction par des cadeaux coûteux, des démonstrations de richesse matérielle ou des services rendus. Ils essaient d'attirer les femmes en leur offrant ce qui eux-mêmes trouvent attirant chez les femmes, une sorte de disponibilité inconditionnelle et de valeur immédiatement accessible. Mais les femmes ne fonctionnent pas ainsi. Elles ne sont pas attirées par la disponibilité mais par le challenge, pas par la générosité excessive mais par la générosité dosée, pas par la soumission mais par la force tempérée de respect. Un homme qui comprend véritablement la psychologie féminine ajuste radicalement son approche. Il cesse d'essayer d'acheter l'affection et se concentre sur l'incarnation des qualités qui déclenchent authentiquement l'attraction féminine. Il développe sa confiance intérieure, cultive ses compétences, construit une vie sociale riche, travaille sur sa présence physique et émotionnelle, apprend à créer et maintenir la tension sexuelle appropriée. Cette connaissance de la psychologie féminine doit cependant éviter deux écueils opposés. Le premier écueil consiste à réduire toutes les femmes à un archétype unique, à nier les différences individuelles significatives qui existent entre les femmes. Bien que certaines tendances psychologiques soient statistiquement présentes chez la majorité des femmes, chaque femme reste un individu avec son histoire unique, ses préférences spécifiques, ses déclencheurs particuliers. L'homme stratégique utilise sa compréhension générale de la psychologie féminine comme point de départ, puis affine son approche par l'observation attentive de la femme particulière qui se trouve face à lui. Le second écueil consiste à tomber dans le cynisme misogyne, à considérer les femmes comme des créatures calculatrices, manipulant consciemment les hommes par leurs réponses émotionnelles. La vaste majorité des comportements féminins qui frustrent les hommes ne sont pas des stratégies conscientes, mais des réactions instinctives, issues de circuits neurologiques profonds, dont les femmes elles-mêmes ne sont généralement pas conscientes. Le 10e principe machiavélique concerne la nécessité absolue d'éviter d'être méprisé. Machiavel revenait constamment sur ce thème parce qu'il comprenait que le mépris détruit toute possibilité de pouvoir ou d'influence. Un prince méprisé perdra inévitablement son trône, quelle que soit la puissance de son armée ou la richesse de son trésor. Dans les relations entre hommes et femmes, le mépris féminin constitue la mort certaine de l'attraction. Une fois qu'une femme méprise un homme, qu'elle a perdu tout respect pour lui, aucun retour en arrière n'est possible. L'attraction ne peut renaître des cendres du mépris. Cette réalité impitoyable devrait terroriser tout homme qui aspire à réussir dans ses relations, car elle signifie que certaines erreurs ne peuvent être réparées, que certains seuils, une fois franchis, condamnent définitivement la possibilité d'une relation amoureuse. Quel comportement engendre le mépris féminin? La liste est longue, mais certains patterns émergent avec une régularité frappante. D'abord, la supplication constante, cette attitude de mendiant émotionnel qui quémande l'attention, l'affection, la validation, l'homme qui envoie message sur message sans réponse, qui se rend pathétiquement disponible à toute heure, qui tolère d'être traité comme une option de secours, qui accepte des miettes d'attention en espérant qu'elles deviendront un repas complet. Cet homme inspire le mépris. Ensuite, l'absence totale de colonne vertébrale, l'incapacité à maintenir une position face à la pression, le changement d'opinion constant pour plaire, l'accord systématique avec tout ce que dit la femme. Cette flexibilité excessive n'est pas perçue comme de la gentillesse, mais comme de la faiblesse caractérielle. Une femme teste ses limites inconsciemment, et lorsqu'elle découvre qu'aucune limite réelle n'existe, que l'homme pliera indéfiniment, le mépris s'installe. Également générateur de mépris, le comportement du nice guy toxique, cet homme qui accumule les gentillesses en espérant secrètement qu'elles seront récompensées par l'affection sexuelle, puis explose en amertume et en reproche lorsque ce paiement attendu ne se matérialise pas. Les femmes détectent intuitivement la fausseté de cette gentillesse transactionnelle. Elles perçoivent qu'elle n'est pas authentiquement désintéressée, mais constitue une stratégie indirecte pour obtenir ce que l'homme n'ose pas demander, ouvertement. Lorsque la supercherie se révèle, lorsque les reproches amers émergent, elle y a déjà perdu tout respect. Pour un homme qui manquait du courage de communiquer honnêtement ses désirs et qui tentait de les satisfaire par la manipulation passive-agressive. Machiavel aurait reconnu dans ce comportement l'échec caractéristique de celui qui veut paraître bon sans posséder la force nécessaire pour être redouté, finissant par n'inspirer ni amour ni crainte, mais seulement le mépris. Pour éviter le mépris, un homme doit cultiver plusieurs qualités essentielles. Premièrement, l'intégrité comportementale, c'est-à-dire l'alignement entre ses paroles et ses actes. Un homme qui promet mais ne tient pas, qui parle mais n'agit pas, qui établit des limites qu'il ne fait jamais respecter. Cet homme détruit sa propre crédibilité. Deuxièmement,
Le courage de l'expression directe, la capacité à communiquer ses désirs, ses limites, ses désaccords sans détour passif-agressif, ni explosion disproportionnée. Troisièmement, le maintien d'une vie autonome et riche, qui ne tourne pas exclusivement autour de la relation. Un homme qui abandonne ses amis, ses passions, ses projets dès qu'une femme entre dans sa vie communique qu'il n'a rien d'autre, qu'elle constitue sa seule source de sens et de valeur. Ce comportement génère simultanément la pression étouffante de devoir être le centre de l'univers de quelqu'un et le mépris pour quelqu'un qui n'a apparemment rien d'autre dans sa vie. Le 11e principe machiavélique touche à la question de la cruauté bien utilisée versus mal utilisée. Machiavel distinguait entre les cruautés bien employées, celles qu'on exécute d'un seul coup par nécessité de se sécuriser, puis qu'on abandonne pour se tourner vers les bienfaits envers ses sujets, et les cruautés mal employées, qui augmentent avec le temps au lieu de diminuer. Dans le contexte relationnel, cette distinction se traduit par la différence entre la fermeté nécessaire qui établit un cadre sain et la cruauté gratuite qui blesse sans objectif constructif. Un homme doit parfois être dur, établir une limite de manière non négociable, se retirer d'une situation toxique, même si cela cause de la peine à court terme. Ces duretés sont les cruautés bien employées de Machiavel. Elles servent un objectif relationnel sain et ne se répètent pas indéfiniment. À l'inverse, un homme qui utilise le retrait d'affection comme punition récurrente, qui joue constamment sur les insécurités de sa partenaire pour maintenir le pouvoir, qui inflige des blessures émotionnelles par plaisir sadique ou par vengeance mesquine, celui-là pratique les cruautés mal employées, qui détruiront inévitablement la relation. La différence cruciale réside dans l'intention et dans la fonction. La fermeté constructive vise l'établissement d'un équilibre relationnel sain bénéfique aux deux parties. Elle dit « Voici mes limites. Voici ce que je ne tolérerai pas. Voici les conséquences si ces limites sont franchies. » Une fois la limite comprise et respectée, la fermeté cède la place à la générosité et à la chaleur. La cruauté destructrice, elle, vise la domination pour la domination, l'exercice du pouvoir pour le simple plaisir de voir l'autre souffrir ou se soumettre. Elle ne construit rien, ne protège rien, ne sert que l'ego malade de celui qui l'exerce. Machiavel comprenait également l'importance du timing dans l'exercice de la force. Mieux vaut, écrivait-il, commettre toutes les cruautés nécessaires d'un seul coup pour ne pas avoir à y revenir chaque jour. Dans une relation, cela signifie qu'il vaut mieux établir fermement vos limites, tôt dans l'interaction, plutôt que de tolérer leurs transgressions répétées, en espérant que les choses s'amélioreront magiquement. Chaque fois que vous laissez passer un comportement inacceptable sans conséquence, vous enseignez à l'autre personne que vos limites ne sont pas réelles, que vos paroles ne correspondent pas à vos actes, que vous pouvez être poussé indéfiniment. Puis, lorsque vous atteignez finalement votre point de rupture après des mois de tolérance, votre réaction semble disproportionnée et incompréhensible à celle qui a appris par votre propre comportement que ces transgressions étaient acceptables. L'homme stratégique établit son cadre clairement et tôt, applique les conséquences immédiatement lorsque nécessaire, puis n'a plus besoin d'y revenir constamment parce que le message a été compris dès le départ. Le 12e principe machiavélique concerne l'importance de la conquête active plutôt que de la réception passive. Les territoires acquis par les armes propres, par la vertu personnelle, sont plus difficiles à conquérir, mais plus faciles à conserver que ceux reçus par la fortune ou les armes d'autrui. Dans la séduction, cette leçon se traduit par la supériorité de l'attraction activement créée sur l'intérêt passivement reçu. Un homme qui attend que les femmes fassent le premier pas, qui espère être choisi plutôt que de choisir activement, qui se positionne comme un bien en vitrine, attendant l'acheteuse. Cet homme abdique sa responsabilité masculine fondamentale. Même s'il finit par attirer l'attention féminine, la dynamique de pouvoir de la relation débutera déséquilibrée, avec lui, en position de celui qui a été choisi, et qui devrait donc être reconnaissant de cette sélection. L'homme qui conquiert activement, qui repère une femme qui l'attire et prend l'initiative de l'approcher, qui crée délibérément les opportunités d'interaction, qui mène consciemment le processus de séduction de l'attraction initiale vers l'intimité croissante, cet homme établit dès le départ une dynamique où il occupe le rôle de leader. Cette position n'est pas une domination oppressive, mais un leadership respectueux qui correspond profondément aux attentes psychologiques de la plupart des femmes. Malgré des décennies de conditionnement culturel prêchant l'égalité totale dans tous les aspects des relations, la réalité psychologique demeure que la majorité des femmes préfèrent être courtisées plutôt que de courtiser, être menées dans la danse relationnelle plutôt que de mener, répondre à l'initiative masculine plutôt que de l'initier constamment elle-même. Cette vérité inconfortable provoque des réactions défensives chez les idéologues qui y voient une perpétuation des stéréotypes de genre oppressif.
Mais les préférences psychologiques profondes ne se dissolvent pas par décret idéologique. Un homme peut choisir de nier cette réalité, d'attendre passivement que les femmes prennent toutes les initiatives, de refuser le rôle de leader masculin par principe politique. Ce choix est respectable sur le plan des convictions personnelles, mais il doit être fait en pleine conscience de ses conséquences probables. Une vie relationnelle beaucoup plus limitée et difficile, car il nage contre le courant des préférences psychologiques majoritaires. Machiavel n'était pas un moraliste, mais un réaliste. Il ne prescrivait pas comment le monde devrait être, mais décrivait comment il fonctionne réellement, et celui qui refuse de voir le monde tel qu'il est au profit d'une vision idéalisée de ce qu'il devrait être court inévitablement à l'échec. Le 13e principe machiavélique traite de l'importance de l'action décisive au moment opportun. Machiavel critiquait sévèrement l'indécision et le temporisement. Un prince qui hésite, qui attend que toutes les conditions soient parfaites avant d'agir, qui analyse jusqu'à la paralysie, ce prince perdra toutes ses opportunités face à des rivaux moins scrupuleux, mais plus audacieux. Dans la séduction, le timing représente un facteur critique que beaucoup d'hommes gèrent mal. Il existe des fenêtres d'opportunité dans toute interaction sociale, des moments où l'énergie est favorable, où la réceptivité est maximale, où l'action audacieuse sera bien reçue. Ces fenêtres ne restent pas ouvertes indéfiniment. Elles se ferment, parfois définitivement, si l'homme n'a pas le courage d'agir pendant qu'elles sont disponibles. Considérez le scénario classique d'une soirée où un homme et une femme passent plusieurs heures en conversation agréable, établissant une connexion évidente, riant ensemble, partageant des confidences croissantes. L'attirance mutuelle flotte dans l'air comme une électricité palpable. Le moment pour escalader vers un contact physique plus intime arrive, clair pour tout observateur extérieur. Mais l'homme hésite. Il calcule, rationalise, se demande s'il interprète correctement les signaux, craint le rejet, attend un signe encore plus évident, une permission explicite qui ne viendra peu, être jamais. La soirée se termine, ils se séparent, et l'opportunité s'est envolée. Lors de leur prochaine rencontre, si elle a même lieu, l'énergie sera différente. La femme aura inconsciemment reclassifié l'homme comme quelqu'un qui manque du courage nécessaire pour saisir les moments décisifs. L'attraction aura diminué, peu, être irrémédiablement. Machiavel aurait reconnu dans cette hésitation le même défaut qui condamne les princes incapables d'action décisive. Le moment opportun, le kairos des Grecs anciens, ne se présente qu'une seule fois. L'homme qui le laisse passer par excès de prudence ou de peur se condamne au regret. Bien sûr, agir trop tôt ou trop agressivement présente ses propres risques. L'art réside dans le calibrage précis, dans la capacité à lire les signaux sociaux avec suffisamment d'acuité pour identifier le moment optimal, ni trop tôt, ni trop tard. Cette compétence ne s'acquiert pas par la théorie mais par la pratique répétée, par l'accumulation d'expériences où l'on teste les limites, commet des erreurs dans les deux directions, affine progressivement son jugement, jusqu'à développer une intuition sociale fiable. L'audace, dans l'action, implique également la capacité à initier l'escalade physique de manière progressive mais décisive. Le contact physique ne doit pas apparaître soudainement et de nulle part, mais se développer graduellement depuis les premiers instants de l'interaction. Un toucher léger sur le bras pendant une conversation, une proximité physique croissante, un contact prolongé lors d'un moment de rire partagé. Chaque étape teste la réceptivité et prépare la suivante. L'homme qui n'initie jamais ce contact physique, qui attend que la femme prenne cette initiative, se positionne dans un rôle passif qui tue l'attraction chez la plupart des femmes. Le toucher communique l'intention sexuelle de manière non verbale, mais puissante. Son absence communique soit le manque d'intérêt, soit le manque de courage. Deux interprétations également destructrices pour la séduction. Le 14e principe machiavélique aborde la nécessité de paraître accessible tout en restant mystérieux. Machiavel conseillait au prince d'être visible à son peuple, de montrer sa présence, mais de ne pas révéler tous ses plans, ni toutes ses pensées. Cette dualité entre accessibilité et mystère trouve une application directe dans la gestion de l'attraction. Un homme totalement inaccessible, distant au point de l'indifférence, ne créera aucune connexion. Mais un homme totalement transparent, qui révèle immédiatement chaque aspect de sa personnalité, de son histoire, de ses pensées et sentiments, élimine tout mystère et tue l'intrigue qui nourrit le désir. L'équilibre optimal réside dans une accessibilité chaleureuse qui permet la connexion combinée à une réserve stratégique qui maintient une zone d'incertitude, une part de l'iceberg qui reste sous la surface, stimulant la curiosité et le désir de découverte. Cette gestion du mystère ne signifie pas jouer à des jeux manipulateurs, ni fabriquer une persona artificielle. Elle signifie simplement contrôler consciemment le rythme
auquel vous révélez les différentes facettes de votre personnalité. Dans une première conversation, partagez des éléments intéressants de votre vie, mais pas votre biographie complète. Révélez vos passions, mais pas nécessairement vos insécurités les plus profondes. Montrez votre humour, mais gardez certaines de vos meilleures histoires pour plus tard. Créez des points de suspension narratifs qui donnent envie d'en savoir plus. Cette technique d'écrivain s'applique parfaitement aux interactions sociales. Chaque conversation devrait laisser la femme avec le sentiment qu'elle a appris quelque chose d'intéressant sur vous, mais qu'il reste encore beaucoup à découvrir, créant ainsi l'anticipation pour la prochaine rencontre. Le mystère se cultive également par l'imprévisibilité contrôlée. Un homme totalement prévisible dans ses réactions, ses opinions, ses comportements, devient rapidement ennuyeux. La prévisibilité crée le confort, mais tue l'excitation. Introduire des éléments d'imprévisibilité, surprendre occasionnellement par une réaction inattendue, proposer une activité inhabituelle et révéler une facette de votre personnalité que la femme n'avait pas anticipée, tout cela maintient l'intérêt et stimule cette sensation de découverte continue qui caractérise les débuts de relations intenses. Machiavel comprenait que le prince doit garder ses sujets dans un état de légère incertitude pour maintenir leur attention. Trop de certitude engendre la complaisance. Une dose d'incertitude maintient l'engagement actif. Le 15e principe machiavélique concerne l'importance de ne jamais paraître désespéré. Le prince qui montre son désespoir invite ses ennemis à l'attaquer et perd le respect de ses alliés. Dans la séduction, le désespoir constitue peu être le répulsif le plus puissant qui existe. L'énergie du besoin, cette aura émotionnelle qui émane d'un homme en manque affectif aigu, se perçoit intuitivement par les femmes et déclenche une réaction de recul instinctive. Cette réaction n'est pas cruauté mais protection, car l'homme désespéré représente une menace potentielle, non pas physique, mais émotionnelle. Il risque de s'accrocher, de devenir envahissant, de transformer toute attention reçue en validation existentielle disproportionnée, de réagir de manière excessive à toute distance ou tout rejet. Comment éviter de projeter cette énergie de désespoir? La solution ne réside pas dans la feinte indifférence ou le jeu manipulateur du désintérêt stratégique. Ces tactiques superficielles échouent généralement parce qu'elles ne traitent pas la cause profonde. La véritable solution consiste à construire une vie suffisamment riche et satisfaisante pour qu'aucune femme individuelle ne représente votre seul espoir de bonheur et de complétude. C'est le travail intérieur le plus important qu'un homme puisse accomplir. Développez vos amitiés masculines profondes qui fournissent connexion et appartenance. Cultivez vos passions et vos projets qui donnent sens et direction à votre existence, indépendamment de votre statut relationnel. Construisez votre carrière ou votre mission professionnelle qui génère fierté et accomplissement. Maintenez votre santé physique et mentale par l'exercice, la nutrition appropriée, le sommeil suffisant. Créez une vie qui fonctionne magnifiquement même en l'absence de partenaire romantique, de sorte qu'une femme qui entre dans cette vie représente un ajout merveilleux, mais non une nécessité existentielle. Lorsqu'un homme possède cette fondation solide, son énergie change radicalement. Il peut exprimer un intérêt authentique pour une femme sans que cet intérêt ne porte le poids écrasant du besoin absolu. Il peut escalader vers l'intimité sans l'anxiété paralysante de celui qui craint de perdre sa seule chance de bonheur. Il peut accepter le rejet avec grâce et sans effondrement émotionnel, parce que son estime de soi ne dépend pas de l'approbation d'une personne particulière. Cette attitude détendue, ce détachement paradoxal qui coexiste avec l'intérêt authentique, constitue l'un des aphrodisiaques psychologiques les plus puissants. Les femmes le sentent instinctivement et y répondent avec une attraction accrue, précisément parce qu'il signale un homme psychologiquement complet, qui ne cherche pas à combler un vide intérieur béant par une relation. Machiavel écrivait que les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Dans le contexte de la séduction, nous devons reconnaître honnêtement que les êtres humains, femmes incluses, répondent à certains stimuli psychologiques, même lorsque la partie rationnelle de leur esprit pourrait identifier ces patterns comme potentiellement manipulateurs. Une femme peut intellectuellement comprendre qu'un homme utilise des techniques de séduction calculées, mais si ces techniques sont exécutées avec compétence, et si elles activent ces déclencheurs émotionnels profonds, elle y répondra quand même. Cette réalité soulève des questions éthiques importantes que nous ne pouvons éviter. Existe-t-il une différence morale entre la séduction stratégique et la manipulation toxique? Absolument. La ligne de démarcation réside dans l'intention ultime et dans le respect de l'autonomie d'autrui. La séduction éthique vise la création d'une connexion mutuellement satisfaisante, où les deux parties bénéficient de l'interaction. Elle utilise la compréhension de la psychologie humaine
pour présenter votre meilleur soi sous l'angle le plus attrayant, pour créer les conditions optimales d'attraction mutuelle, pour faciliter le développement naturel d'une relation. Mais elle ne fabrique pas de faux prétextes, ne promet pas ce qu'elle ne peut tenir, ne manipule pas les émotions d'autrui pour satisfaire des besoins égoïstes sans considération pour le bien-être de l'autre personne. Elle respecte le droit fondamental de la femme à choisir librement, en fournissant simplement les meilleures raisons de choisir dans votre direction. La manipulation toxique, à l'inverse, vise l'exploitation pure. Elle cherche à obtenir de l'autre personne quelque chose contre son véritable intérêt, en court-circuitant son jugement rationnel par des techniques psychologiques coercitives. Elle ment délibérément, fabrique des personnages entièrement fictifs, fait des promesses sans intention de les tenir, joue sur les insécurités et les vulnérabilités de manière prédatrice, considère l'autre personne comme un simple objet au service de ses propres besoins. Cette distinction n'est pas toujours claire dans les zones grises des interactions humaines complexes, mais les extrêmes sont facilement identifiables. Un homme qui étudie le langage corporel féminin pour mieux comprendre l'intérêt d'une femme pratique la séduction éthique. Un homme qui drogue le verre d'une femme pour contourner son consentement pratique la criminalité pure. Entre ces deux pôles existe un spectre, et chaque homme doit décider consciemment où il trace sa ligne personnelle. Machiavel lui-même n'était pas exempt de considérations morales, contrairement à la caricature souvent faite de sa pensée. Il reconnaissait que certaines actions, bien qu'efficaces, portaient un coût moral que le prince devait assumer. Il ne niait pas l'existence de la morale, mais soulignait simplement que le pouvoir politique nécessite parfois des compromis moraux et qu'un prince qui refuse absolument tout compromis moral sera détruit par ceux moins scrupuleux. Dans la séduction, nous faisons face à des dilemmes similaires. Un homme peut-il légitimement créer une impression légèrement embellie de sa vie lors d'une première rencontre? Peut-il stratégiquement retarder ses réponses aux messages pour ne pas paraître trop disponible? Peut-il maintenir des options multiples dans les premières phases de rencontre avant qu'un engagement exclusif ne soit établi? Ces pratiques se situent dans une zone morale ambiguë où les réponses dépendent des valeurs personnelles de chacun. La position que nous défendons ici est celle de la séduction stratégique mais éthique, celle qui utilise la compréhension de la psychologie humaine pour maximiser les chances de succès tout en maintenant le respect fondamental de l'autre personne et l'honnêteté sur les intentions réelles. Si votre objectif est une relation sérieuse à long terme, ne prétenez pas que vous cherchez simplement du plaisir sans engagement. Si votre objectif est une aventure sans lendemain, ne laissez pas entendre que vous cherchez l'amour de votre vie. Cette honnêteté directe sur les intentions ne tue pas nécessairement l'attraction, contrairement à ceux que certains craignent. Une femme peut choisir une aventure en pleine conscience que c'est ce qu'elle représente, tout comme un homme le peut. Le problème moral surgit lorsque vous obtenez le consentement par la tromperie sur vos intentions réelles. Le 16e principe machiavélique touche à la nécessité de cultiver une réputation forte qui précède votre présence physique. Machiavel comprenait que la réputation constitue une forme de pouvoir en soi, que l'homme dont on parle avec admiration possède un avantage considérable sur celui dont personne ne connaît le nom. Dans le monde moderne de la séduction, cette leçon se traduit par l'importance de votre présence sociale, tant dans les cercles physiques que dans les espaces numériques. Un homme qui possède une vie sociale vibrante, qui est connu et apprécié dans son environnement social, qui a cultivé une réputation de compétence dans son domaine, qui est mentionné positivement par des tiers, cet homme bénéficie d'une présélection sociale massive avant même de rencontrer une nouvelle femme. Cette réputation se construit par l'accumulation de petites actions cohérentes sur le long terme. Soyez la personne qui organise des événements sociaux intéressants. Devenez compétent dans un domaine suffisamment visible pour que les gens le remarquent et le respectent. Cultivez des amitiés authentiques qui parlent positivement de vous en votre absence. Développez un style personnel distinctif qui vous rend mémorable. Partagez votre expertise généreusement, sans attendre de reconnaissance immédiate. Toutes ces actions construisent progressivement une aura sociale qui vous précède. Lorsqu'une nouvelle femme entre dans votre cercle social, elle entend parler de vous avant même de vous rencontrer, ou du moins, elle perçoit rapidement que vous occupez une position valorisée dans l'écologie sociale environnante. Cette perception influence puissamment son attraction initiale. À l'ère numérique, une partie de cette réputation se joue également sur les réseaux sociaux, bien que ce terrain soit miné de pièges potentiels. Un profil social bien construit peut communiquer subtilement votre valeur, montrer votre vie sociale riche, vos expériences intéressantes, vos compétences et passions, sans tomber dans la vantardise déplaisante ou la recherche désespérée d'attention. L'équilibre est délicat, trop peu de présence en ligne et vous semblez socialement inexistant ou anachronique. Trop de présence, particulièrement si elle sent le besoin de validation, et vous semblez narcissique ou insécure.
L'idéal réside dans une présence occasionnelle qui documente une vie authentiquement intéressante plutôt que de chercher à impressionner. Machiavel aurait apprécié cette distinction entre l'apparence organique de la grandeur et l'effort transparent de l'apparaître grand. Le 17e principe machiavélique concerne l'importance de l'alliance stratégique et de la gestion de vos conseillers. Machiavel consacrait des chapitres entiers à expliquer comment un prince doit choisir ses conseillers, écouter leurs avis, mais prendre ses propres décisions, éviter les flatteurs qui ne disent que ce qu'il veut entendre. Dans la vie d'un homme qui cherche à améliorer sa réussite avec les femmes, l'entourage masculin joue un rôle absolument crucial que beaucoup sous-estiment. Vos amis proches s'influencent massivement votre développement, vos croyances, vos comportements. Si vous vous entourez d'hommes qui échouent constamment avec les femmes et qui rationalisent cet échec par des théories victimaires sur l'impossibilité de réussir dans le climat social contemporain, vous absorberez inévitablement cette mentalité défaitiste. À l'inverse, si vous cultivez des amitiés avec des hommes qui réussissent authentiquement dans leurs relations, qui traitent les femmes avec respect, tout en maintenant leur masculinité forte, qui vous challengent sur vos rationalisations et vos excuses, qui vous poussent à devenir meilleur, vous progresserez exponentiellement plus vite. Ces hommes constituent vos conseillers machiavéliques, ceux qui vous disent les vérités inconfortables que vous devez entendre plutôt que les mensonges réconfortants que vous voulez entendre. Ils vous signalent lorsque vous vous comportez de manière pathétique avec une femme, lorsque vous vous accrochez à une situation sans issue, lorsque vous rationalisez la médiocrité. Cette franchise brutale, délivrée avec bienveillance fraternelle, vaut plus que 1000 compliments vides. Méfiez-vous particulièrement des sources de conseils qui flattent vos pires penchants. Les communautés en ligne qui vous disent que toutes les femmes sont irrémédiablement superficielles, que le système est truqué contre les hommes ordinaires, que vous ne réussirez jamais sans une apparence de mannequin ou une fortune de millionnaire, ces voix ne sont pas vos alliés, mais vos ennemis. Elles vous vendent une idéologie victimaire qui justifie votre inaction et garantit votre échec perpétuel. De même, méfiez-vous des conseils excessivement idéalistes qui nient les réalités de la psychologie humaine, qui prétendent que vous devez simplement être vous-même sans aucun effort d'amélioration, que la bonne personne apparaîtra magiquement sans que vous ayez à développer aucune compétence sociale. Ces conseils bien intentionnés sont tout aussi destructeurs, car ils vous paralysent dans la complaisance. Le 18e principe machiavélique aborde la question de la fortification. Machiavel débattait si un prince devait construire des forteresses ou non, concluant que cela dépendait des circonstances, mais que la meilleure forteresse était de ne pas être haï du peuple. Dans le domaine personnel, vos forteresses sont vos limites psychologiques, vos standards personnels non négociables, votre capacité à dire non et à vous retirer des situations qui ne servent pas vos intérêts. Un homme sans limites claires sera constamment envahi, manipulé, exploité. Mais des limites trop rigides peuvent aussi créer l'isolation, vous empêchant de former des connexions authentiques. L'équilibre consiste à établir des frontières fermes sur les questions essentielles tout en restant flexible sur les aspects secondaires. Quelles devraient être ces limites non négociables? Elles varient selon les valeurs de chaque homme, mais certaines s'imposent universellement pour quiconque cherche une relation saine. Le respect mutuel de base constitue une limite absolue. Aucune relation ne mérite d'être poursuivie si elle implique un manque de respect fondamental, qu'il se manifeste par des insultes, du mépris public, de la trahison délibérée de confiance ou tout comportement qui vous rabaisse systématiquement. La réciprocité représente une autre limite cruciale. Si vous investissez constamment beaucoup plus que vous ne recevez, si l'équilibre relationnel penche massivement dans un sens, vous devez avoir le courage de rééquilibrer ou de partir. L'honnêteté sur les intentions et l'exclusivité, une fois celle-ci établie, constitue également une limite que beaucoup d'hommes devraient renforcer plutôt que de tolérer l'ambiguïté prolongée qui les maintient dans l'incertitude. Établir ces limites ne suffit pas. Vous devez aussi avoir le courage de les faire respecter. Une limite annoncée mais jamais défendue n'est qu'une suggestion que personne ne prendra au sérieux. Lorsqu'une limite est franchie, une conséquence doit suivre, proportionnelle à la gravité de la transgression. Cette conséquence peut être une conversation sérieuse, exprimant clairement l'inacceptabilité du comportement, un retrait temporaire de votre présence et de votre attention, ou dans les cas graves, la fin pure et simple de la relation. Beaucoup d'hommes annoncent des limites, mais ne les défendent jamais, terrorisés à l'idée de perdre la relation. Cette terreur garantit paradoxalement la perte de la relation, car elle communique que vous pouvez être piétiné sans conséquence, détruisant ainsi tout respect et toute attraction. Le 19e principe machiavélique concerne la gestion de votre image publique
et la compréhension que les apparences comptent immensément. Machiavel conseillait aux princes de cultiver certaines apparences de vertu, même s'ils ne les pratiquaient pas toujours intégralement. Dans la séduction, cela se traduit par la nécessité absolue de maîtriser votre présentation personnelle, votre apparence physique, votre style vestimentaire, votre langage corporel, tous ces éléments superficiels que les puristes dédaignent, mais qui influencent massivement les premières impressions. Les êtres humains jugent en quelques secondes lors d'une première rencontre, et ces jugements éclairs se basent presque entièrement sur des indices visuels et non verbaux. Un homme peut protester que son apparence ne devrait pas compter, que ses qualités intérieures devraient suffire, que juger sur l'apparence est superficiel et injuste. Toutes ces observations sont vraies sur le plan moral idéal, mais elles n'ont aucune pertinence dans le monde réel, où les êtres humains fonctionnent avec des biais psychologiques profondément ancrés. Les femmes, comme tous les humains, répondent instinctivement aux signaux visuels, avant même que la partie rationnelle de leur cerveau n'entre en action. Votre apparence physique communique des informations sur votre statut social, votre santé, votre confiance en vous, votre capacité à naviguer dans le monde social. Ces inférences sont souvent erronées, mais elles se produisent quand même automatiquement. Améliorer votre apparence ne signifie pas nécessairement devenir objectivement beau selon des standards conventionnels, ce qui est partiellement déterminé génétiquement et donc hors de contrôle. Cela signifie maximiser votre potentiel dans les domaines que vous contrôlez. La condition physique représente le facteur le plus puissant et le plus sous-estimé. Un homme en bonne forme physique, avec un pourcentage de graisse corporelle raisonnable et une musculature développée, jouira d'un avantage considérable sur un homme en mauvaise condition, indépendamment de la beauté faciale. La forme physique communique la discipline, la volonté, la santé, la vitalité, tous des signaux profondément attirants. De plus, l'exercice régulier améliore votre posture, votre énergie, votre confiance, créant un cercle vertueux qui transcende les bénéfices purement esthétiques. Le style vestimentaire constitue l'autre domaine majeur d'amélioration accessible. Vous n'avez pas besoin de vêtements coûteux, mais de vêtements bien ajustés qui flattent votre morphologie, propres et bien entretenus, adaptés au contexte social. Un homme qui porte des vêtements trop larges, froissés, sales ou totalement inadaptés à la situation sociale communique qu'il ne se soucie pas de son apparence, ce qui suggère un manque général de compétences sociales. À l'inverse, un homme dont la tenue est appropriée, bien ajustée, reflétant une identité personnelle cohérente, communique qu'il comprend les codes sociaux et qu'il se respecte suffisamment pour prendre soin de sa présentation. Cette compétence ne requiert pas un budget important, mais une éducation de base en matière de style, facilement accessible via des ressources en ligne. Le 20e principe machiavélique concerne la patience stratégique et la compréhension que certaines conquêtes prennent du temps. Machiavel distinguait entre les territoires facilement conquis mais difficiles à tenir, et ceux difficilement conquis mais faciles à conserver une fois pris. Dans la séduction, nous observons un pattern similaire. Les femmes facilement séduites, qui tombent immédiatement et intensément, représentent souvent des personnalités instables ou désespérées, dont l'attachement rapide se dissoudra avec la même vitesse qu'il s'est formé. À l'inverse, une femme de haute valeur, psychologiquement équilibrée, possédant de nombreuses options, ne se rendra pas facilement. Elle testera, observera, prendra son temps avant de s'engager émotionnellement. Conquérir son intérêt requiert patience, consistance, démonstration répétée de votre valeur sur la durée. Cette patience stratégique ne signifie pas l'attente passive et désespérée de l'homme, qui espère qu'à force de présence dans la vie d'une femme, elle finira par développer des sentiments. Cette stratégie échoue presque toujours et aboutit à la zone d'amitié permanente. La patience stratégique implique une progression active mais mesurée, où vous créez régulièrement des opportunités d'interaction. Escaladez progressivement vers plus d'intimité, mais acceptez que le processus prenne le temps nécessaire, sans forcer prématurément les étapes cruciales. Vous maintenez votre intérêt et votre présence, sans devenir envahissant. Vous continuez à vivre votre vie riche et attractive, permettant à la femme d'observer au fil du temps que vous êtes un homme de valeur authentique, et pas simplement quelqu'un qui a bien joué lors d'une première rencontre. Machiavel comprenait également l'importance de ne pas s'attacher à un seul objectif, au point de négliger toutes les autres opportunités. Le prince qui concentre toutes ses ressources sur la conquête d'une seule cité, pendant que ses ennemis envahissent le reste de son territoire, commet une erreur stratégique fatale. Dans votre vie relationnelle, placez tous vos espoirs sur une seule femme, particulièrement dans les phases initiales où rien n'est établi, constitue une erreur similaire. Non seulement cela crée cette énergie de désespoir qui répulse, mais cela vous empêche aussi de reconnaître et de saisir d'autres opportunités potentiellement meilleures. La stratégie optimale dans les phases précoces
consiste à cultiver plusieurs connexions simultanément, sans tromperie, ni engagement prématuré d'exclusivité, jusqu'à ce qu'une relation émerge naturellement comme méritant votre investissement exclusif. Cette approche pragmatique scandalise les romantiques qui imaginent l'amour comme un coup de foudre instantané, suivi d'une dévotion exclusive immédiate. Mais la réalité des relations durables et satisfaisantes révèle un processus beaucoup plus graduel de découverte mutuelle, d'évaluation de la compatibilité, de construction progressive de l'intimité. Maintenir des options multiples pendant cette phase initiale n'est pas une trahison mais une sagesse, car elle vous permet de comparer, de choisir consciemment plutôt que de vous accrocher désespérément à la première personne qui montre un intérêt. Naturellement, une fois qu'un engagement d'exclusivité est explicitement établi, cette stratégie cesse et la loyauté devient impérative. Mais avant ce seuil, vous n'avez aucune obligation morale de placer tous vos œufs dans un seul panier. Le 21e principe machiavélique touche à la nécessité absolue de l'action continue, plutôt que de la complaisance. Machiavel observait que les principautés sont perdues non pas par un seul moment de faiblesse, mais par la négligence progressive, l'accumulation de petits renoncements, l'érosion lente de la vigilance. Dans une relation établie, cette leçon devient cruciale. Trop d'hommes, une fois qu'ils ont conquis l'intérêt d'une femme et établi une relation, cessent tous les efforts qui ont créé l'attraction initiale. Ils deviennent complaisants, négligeant leur apparence, abandonnent leur passion, cessent de planifier des expériences romantiques, tiennent pour acquis que l'attraction persistera éternellement sans entretien. Cette négligence garantit presque la mort progressive du désir féminin. L'attraction n'est pas un état permanent, mais un processus dynamique qui doit être continuellement alimenté. Une femme ne reste pas attirée par un homme simplement parce qu'elle l'a été dans le passé. Elle reste attirée si l'homme continue d'incarner les qualités qui ont créé cette attraction initialement, et idéalement, s'il continue d'évoluer et de croître plutôt que de stagner. Cela signifie maintenir votre condition physique, votre vie sociale, vos projets personnels, votre développement intellectuel. Cela signifie continuer à créer des expériences partagées nouvelles, plutôt que de tomber dans la routine mortelle du canapé, télévision perpétuelle. Cela signifie préserver une part de mystère et d'imprévisibilité, même après des années ensemble, en gardant une vie intérieure riche qui ne se révèle pas intégralement, en cultivant des intérêts qui vous appartiennent et créent un espace de séparation sain. Machiavel notait également que le prince doit s'entraîner